Bienvenue dans les ondes, sur les ondes de Fréquence 7 pour ce nouveau rendez-vous du Journal des Rencontres. Nous sommes ce soir en nombreuse compagnie et belle compagnie puisque nous sommes avec des membres divers et variés de l'Institut d'études internationales et pour le développement de Genève, c'est ça ? Voilà. Alors, plutôt que de dire des bêtises, je vais peut-être vous laisser vous présenter. Vous êtes quatre avec moi. Le professeur s'est mis un petit peu de côté. Je connais Madame Casmi. Bonjour Madame, vous êtes doctorante, je crois. Bonjour, oui, je m'appelle Nina Kamsi, je suis doctorante à l'Institut des hautes études internationales et du développement. Donc on est venu avec une petite équipe de Genève. On est tous plus ou moins attachés à la chaire Yves Tramar, religion et politique dans le monde contemporain. Donc moi je suis au département d'anthropologie, oui. D'accord, entendu. Et à côté de moi, je n'ai retenu que le prénom, c'est Marine qui est, elle, de mon temps on disait maîtrise, on dit master, maintenant je crois, un master d'anthropologie, sociologie également. Oui, exactement. Comme Nina, je suis aussi en anthropologie, sauf qu'au niveau en dessous. Et je suis un peu le bébé à cette table, celle qui est très impressionnée d'être ici ce soir. Ah mais il faut pas, il faut pas. Ben, c'est vrai qu'en face on a quand même deux docteurs. C'est pas En phase de... en phase de consécration. Pardon. Alors je ne les connais pas, je les ai rencontrés juste avant de débarquer. Je vais donc les laisser se présenter entièrement, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, moi c'est Thomas Agmur, je suis aussi à l'Institut des hautes études internationales et du développement avec Marine, avec Nina et avec Jean-François dans l'ombre, comme toujours. Et donc voilà, moi je suis plutôt dans le département de sciences politiques, mais je réfléchis aussi, notamment dans le cadre de la chaire Yves Tramar, aux questions de l'image, du religieux, du politique, et du visible et de l'invisible. Ce dont on va peut-être parler aujourd'hui. Oui, je crois que dans un festival de cinéma, on va avoir du mal à ne pas parler de la visibilité. Et puis comme il s'agit, je le rappelle, d'un focus sur sexualité, genre, jeunesse, évidemment que la représentation de tout ça à l'écran et en dehors des écrans, ça nous intéresse. Et puis il y a un monsieur qui nous vient de Paris 8, c'est un peu différent. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites, s'il vous plaît ? Oui, bonjour. En effet, je suis le seul représentant parmi les intervenants de la France. Je suis effectivement chercheur et enseignant à l'Université Paris 8, mais dans le domaine des études cinématographiques. Et j'ai consacré ma thèse, soutenue il y a 5 ans maintenant, autour du corps, de la sexualité et de l'homosexualité en particulier dans le cinéma d'Europe centrale, et en particulier dans le cinéma polonais, dans un contexte où politiquement ces minorités sexuelles sont extrêmement condamnées, et de plus en plus depuis le retour au pouvoir de l'extrême droite. De la droite extrême. Oui, effectivement. Donc, et puis alors évidemment, je pense qu'on aura l'occasion de le voir, les sexualités, le genre, le fait de genrer effectivement la société, les situations sont très différentes d'un pays à l'autre. Avant de rentrer dans le détail, j'aurais aimé poser une question, peut-être à notre doctorante de Genève. De quelle catégorie parlons-nous finalement ? Sexuelle. Oui. Alors, cette année, avec Jean-François Bayard, il y a eu cette proposition de table ronde, de 3 tables rondes, qui concernent donc le sujet de jeunesse, sexualité et genre, voilà, tout au pluriel. Donc voilà, notre idée vraiment derrière ça, c'est de montrer la pluralité de ces catégories qui peuvent être comprises historiquement et sociologiquement. Donc ça, c'est déjà essayer de placer ça dans une réflexion de long terme. Et les sexualités dont on parle, donc elles sont plurielles. Donc, et puis justement, elles se comprennent au travers du prisme de la jeunesse. Donc ça peut être l'hétérosexualité, la bisexualité. Il y a toute une palette. Après, notre idée, c'est justement pas de catégoriser justement
ces différentes réalités, mais c'est plutôt de montrer qu'elles sont toujours fluides, changeantes. Oui. Alors c'est effectivement, on en parlait un petit peu avant hors antenne, c'est un petit peu la difficulté dans laquelle je me suis trouvé en préparant cet échange entre nous, c'est qu'effectivement, bon, LGBT jusque-là, moi je suis lesbienne, gay, homosexuel en général, bisexuel, trans, voilà. On a rajouté queer. Alors moi j'étais un dictionnaire français-anglais, anglais-français, et j'ai trouvé que queer, ça voulait dire curieux, étrange. C'est quoi cette catégorie du curieux, de l'étrange? Je ne sais pas, Marine, vous pourriez définir ce que c'est que queer? Mais je crois que, enfin, je peux essayer de définir. Après, je crois que l'idée derrière queer, c'est de pas trop définir non plus. C'est de rester vague parce que quand on définit trop, on est moins inclusif. Et l'idée principale derrière le queer, c'est l'inclusivité. Donc, en fait, c'est de pas juger quelqu'un qui se revendique queer et de pas, oui, justement. Forcer quelqu'un à se justifier, tu corresponds à tel ou tel critère, du coup tu peux revendiquer cette catégorie, même si après dans la réalité il y a quand même quelques critères, voilà, enfin Oui. tout le monde n'est On pas est dans queer, une mais sexualité entre guillemets différente et qui est définie par sa différence précisément, quoi. Enfin, différente entre guillemets de la norme. Là, c'est très piégé hein, comme lieu, j'ai l'impression. C'est un petit peu miné quand même. Hein. Enfin, c'est pas grave, on va s'en sortir. Surtout que, alors, des catégorisations sexuelles, on en sort finalement progressivement, puisque parmi les LGBTQ et tout ce qui s'ensuit, il y a une liste longue. Mon correcteur orthographique sur mon ordinateur, il était perdu. Hein. Quand j'ai mis toutes les initiales, là, au lieu de me mettre le petit surlignement rouge, soulignement rouge pour dire c'est faux, il a laissé tomber l'affaire. Il a dit vas-y, mais ajoute les initiales les unes aux autres. Alors on a le bispirituel par exemple. Hein. Donc le bispirituel, c'est inspiré de tribus, n'est-ce pas, ou d'ethnies, de groupes humains où on reconnaît pas 2 genres, mais 3, 4, 5, 6, etc. Et puis alors, il y a la catégorie des asexuels. Alors est-ce que être asexuel, c'est encore avoir une sexualité? Bref, d'une certaine manière, on sort de la catégorisation sexuelle pour rentrer dans une catégorisation plus sociale et politique, au bout d'un moment. Oui, je crois que jusqu'à maintenant, on a parlé de ces catégories comme des outils épistémologiques, c'est des outils de savoir dans lesquels on peut classer des expériences de vie et qui nous aident à mieux les comprendre. Et c'est peut-être un peu réducteur que de les penser seulement comme des prismes à travers lesquels on accédera à la réalité plus facilement. Et si on retourne la question et on se pose la question de ces catégories comme des matrices d'individuation, des objets avec lesquels on peut justement repenser notre propre rapport à notre individualité et aux autres plutôt que comme objet de connaissance. Et je crois que si on a cette perspective par le bas, on a une approche qui est peut-être moins déroutante que cette grille d'analyse. On serait plus du côté du développement que de l'étude, alors, d'une certaine manière. Peut-être. D'accord, entendu. Alors moins du côté de l'identité que du côté de l'événement ou du côté de l'identification, puisque l'enjeu, c'est de trouver des moyens verbaux de s'identifier, sachant qu'on est constamment en mouvement au cours de notre existence. On peut effectivement se trouver à l'aise dans une notion qui sera gay, lesbien, non-binaire, etc. Et qu'à un autre moment de notre existence, on se trouve plus à l'aise dans une autre catégorie. Et ça vaut pour tout le monde. Alors l'enjeu après, c'est que politiquement, il y a eu pendant des années, juridiquement, moralement, des identités sexuelles condamnées, ne permettant pas à certaines identités ou même à certains comportements d'exister dans l'espace public. Or, la démocratie, si on la construit, elle permet à ces comportements-là effectivement d'exister et dans l'espace privé et dans l'espace public. C'est ça qui est en jeu. D'accord, entendu. Donc j'entends bien ce que disait mon voisin de droite, à savoir qu'effectivement, on n'est pas spécialement dans des catégories épistémologiques, on est plutôt dans le réel lui-même et dans l'observation et la construction du réel lui-même.
Les mots sont là pour ça. Le discours est là pour identifier une réalité, et en même temps, les mots ne sont pas, disons, définissables de façon rigide. On les investit, ces identités, d'une façon extrêmement particulière. Une personne qui va dire « je suis homosexuel », une personne qui va dire « je suis bisexuel », il va l'investir d'une façon très très spécifique, très personnelle, très singulière. Et c'est ça aussi que les films aussi montrent, je crois. Oui, donc, pardon. Non, c'était pour soutenir justement ce propos où en fait c'est une posture finalement pour déconstruire ces abstractions qu'on pourrait faire autour de ces catégories et tant dans la recherche que dans beaucoup d'approches dans le cinéma, c'est vraiment de contextualiser certaines pratiques. Donc c'est plutôt mettre l'accent sur les pratiques que sur des dénominations. Et justement, c'est quelque chose qu'on fait en tant que chercheur-chercheuse. Donc c'est là qu'il y a beaucoup d'affinités entre un travail de terrain où on va essayer vraiment de comprendre comment les personnes s'identifient elles-mêmes, quel vocabulaire ces personnes utilisent. Et puis, c'est la même chose qu'on peut souvent trouver au cinéma, où c'est plutôt des histoires de vie qu'on voit avant d'avoir la catégorie qui est imposée. Ça me fait, pardon, je ne veux pas du tout vous prendre et monopoliser la parole. Je vous en prie, si vous avez quelque chose à ajouter, allez-y. Je voulais simplement rajouter que vos auditeurs auront peut-être un exemple assez parlant de la manière dont le paradoxe peut être ressenti entre une utilisation de la catégorie de manière assez artificielle et détachée du réel, et puis une expérience de vie. Il y a quelques jours, un de mes compatriotes valaisans, le président de la Fédération internationale de football, a fait une déclaration tonitruante en se disant je me sens qatari, je me sens gay, je me sens travailleur migrant. Et c'est vrai que c'était dans une démarche totalement de communication et de justification d'une certaine pratique commerciale qui n'avait pas tellement à voir avec ce dont on parle d'une expérience vécue par le bas. Donc la catégorie comme objet de calcage sur le réel ressort bien à ce moment-là. Je pense que, ayant compris que le langage avait un rôle autant performatif que désignatif, si je puis dire. Bon, pour les auditeurs, quand même, essayer d'être un petit peu clair, hein, c'est le linguiste américain Austin qui a montré qu'effectivement, quand on parlait, on agissait en même temps sur le réel et sur nous-mêmes. Et que, par exemple, on va prendre les exemples classiques. Si je dis que je prends telle personne pour femme ou pour mari, eh bien, effectivement, en même temps que je le dis, je le fais. Voilà. Et effectivement, ce régime du langage, il est général. C'est-à-dire, quand le président de la Fédération internationale de football dit « je suis gay », c'est pour, en quelque sorte, apparaître comme gay aux yeux du monde. Évidemment, ça ne marche pas très bien parce que performatif, le langage n'en est quand même pas pour autant magique. Donc, effectivement. Les catégories, d'ailleurs, de ce point de vue-là, ne sont pas du tout que sexuelles, elles peuvent être aussi sociales et politiques, mais j'ai l'impression que mon vis-à-vis de docteur voulait compléter, et je ne veux, encore une fois, pas du tout empêcher les gens de parler. Oui, non, mais ça va complètement dans votre dernier propos, parce que la question de la chapellisation des identités, comme vous avez pu au départ le présenter comme un accordéon, d'une certaine manière, LGBTQI+, etc., il ne faut pas la penser d'une manière, disons, indifférenciée, parce qu'il me semble que autant gay, lesbien, bisexuel, etc., il y a quelque chose qui permet d'identifier en tout cas une communauté. Or, les catégories qui suivent, c'est-à-dire intersectionnalité ou queer, elles sont justement de l'ordre de l'inclusion dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire trouver une manière de réenglober ce qui avant avait été d'une certaine façon chapellisé pour des raisons politiques. Il fallait d'une certaine manière que dans l'espace public on puisse revendiquer une certaine forme d'amour, des types de comportements qui avant n'avaient pas été reconnus comme tels, ou plutôt même condamnés moralement. Donc on est aussi dans une autre phase politique, hein, on avance. Effectivement, avec cette avancée, il y a d'autres types de termes qui sont employés, et sans doute avec le temps d'autres mots vont apparaître, et tant mieux, je crois.
C'est curieux parce qu'en vous entendant parler, je pense à des catégorisations politiques qui ont été longtemps à la mode, bourgeois et prolétaires, détenteurs du capital ou pas, et ça donnait lieu à des catégories qui avaient le même côté à la fois évidemment théorique, épistémologique, c'est-à-dire avec Karl Marx, on comprenait ce que c'était que détenir le capital, etc. Et puis d'un autre côté, c'était aussi un positionnement à l'intérieur d'une société, de manière tout à fait réelle. Et alors, si je suis votre raisonnement, il s'opérerait au niveau des catégorisations de genre et de sexualité la même chose qui a pu s'opérer au niveau des catégorisations politiques, c'est-à-dire qu'on a voulu un petit peu jeter par-dessus bord ces grandes catégories de l'ultra-gauche, par exemple, le prolétariat, armé ou pas, etc., pour revendiquer une sorte d'apolitisme ou une façon de transcender le politique pour aller vers quelque chose qui ne serait même pas l'anarchie, mais qui serait une façon d'être au monde de manière politique, mais pas catégorisée. Est-ce qu'on peut établir cette analogie-là entre les catégories sexuelles d'un côté et les catégories politiques de l'autre ? Je crois qu'on a discuté un peu ce matin lors de la première table ronde, cette idée d'une utilisation des catégories qui est provisoire et qui se veut ou qui se voit comme finalement menant à un dépassement des catégories. Donc je ne sais pas si ça évoque quelque chose aux autres. Oui, tout à fait. Et justement, on a parlé du film qui est projeté dans le cadre des rencontres ripostes féministes et qui montre bien aussi, donc c'est Marine si tu veux ajouter quelque chose, mais oui, que c'est un mouvement qui est plein de contradictions et que donc c'est ce qui se retrouve dans beaucoup de mouvements, mais qui peuvent après être catégorisés justement pour des projets politiques différents. Oui, si tu veux. Oui, juste par rapport aux catégories qui viennent, qui ont un sens positif, qui ensuite n'ont pas un sens négatif et tout ça, je pense que c'est justement lié à ce que tu disais, que en fait c'est pas, c'est pas du tout des catégories, c'est du langage réel, et que en fait les gens savent très bien que les mots ont du pouvoir et que on a besoin, avec l'expérience qui change, avec de plus en plus de prise de conscience, que ce soit dans le genre, la sexualité, mais aussi on le voit très bien aux États-Unis avec le racisme, un vocabulaire hyper mouvant dont on a du mal à capter l'essence, même quand on fait partie de la société. On a toujours peur finalement de se tromper, mais c'est parce qu'en fait il n'y a pas un mot parfait. Et on a constamment besoin de se renouveler, on a constamment besoin d'inventer des nouveaux mots et en fait de se réapproprier une partie du vécu. Et voilà, je crois que c'est aussi... je sais pas si mais ça alors, répond... je suis parfaitement, enfin, je crois. Mais alors, on risque pas justement de perdre un petit peu finalement l'intelligibilité des choses. Est-ce qu'on finit pas par perdre justement le remplissage des catégories par des choses concrètes, parce que du fait que aucun objet ne se reconnaîtra dans telle ou telle catégorie, donc les catégories finissent peut-être par être vides, donc on comprend plus rien, on n'a plus rien à comprendre, et finalement les sciences sociales se font un peu harakiri, et puis ciao, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu la crainte que j'ai. C'est intéressant ce que vous dites par rapport à effectivement ces catégories qui auraient du sens ou pas de sens. La question, c'est qui les emploie, pourquoi on les emploie, et surtout, je pense que tout ça est en rapport à ce que vous dites, c'est-à-dire les sciences humaines, c'est-à-dire la connaissance. Et que la question, c'est de savoir est-ce que ces termes ont un sens et comment leur donner du sens si on en a besoin, si on a envie de faire vivre une réalité dans nos discours ou dans notre pensée, pour effectivement passer de l'impensé au pensé, tout simplement. Et donc faire exister dans les mots quelque chose qui existe dans des comportements, des pratiques, des tensions, etc. Des dynamiques sociales, culturelles, sexuelles. Et je pense qu'il serait trop facile, d'une certaine manière, de dire ce terme n'a pas de sens, parce que pour nous, il n'en a pas. La question, c'est comment il pourrait en avoir. Et cela va avec, encore une fois, une posture de connaissance. C'est-à-dire une posture humble de se demander effectivement si ça a du sens et pour qui ça a du sens. À un moment donné de l'histoire, parce qu'encore une fois, c'est très très fluide, ça change en fonction des périodes, mais surtout ça change en fonction des contextes. Et par exemple, le mot queer n'est
n'est pas utilisé exactement de la même manière aux États-Unis, en Angleterre, en France ou en Pologne. Moi, je me souviens dans les années 2000, à la fin des années 2000, quand j'ai rencontré ce contexte polonais, le système politique ne permettait pas véritablement de sortir des catégories binaires et le monde homosexuel, que ce soit les femmes comme les hommes, dans ce monde un peu marginalisé, eh bien, on investi ce terme de queer comme si pour la première fois ils se sentaient libres. Ouais. C'est-à-dire que pour eux, il y avait vraiment cet effet de libération dans l'usage de ce terme qui permettait de sortir, au fond, à la fois du discours soviétique, post-soviétique, communiste, dans lequel ils avaient été enfermés pendant des décennies, dans lequel leur éducation aussi était faite, parce que les catégories, c'est à partir de l'éducation qu'elles sont utilisées, et que, en employant un terme, voilà, ils avaient l'impression d'ouvrir un champ pour leur pratique, pour faire vivre des dynamiques et pour se battre politiquement. Oui, ça m'intéresse ce que vous dites, parce que ce matin, à midi, on a eu l'occasion de discuter avec Igor Minaev, oui, et qui a vécu, lui, justement, la perestroïka et la glasnost sur place, et qui nous a partagé de cette levée du couvercle, de cette espèce de libération qui a laissé les gens un petit peu surpris, comme quand on... L'exemple est peut-être pas... Enfin, c'est très platonicien. Un petit peu, on détache l'animal et puis tout à coup, c'est Platon qui compare le peuple à un animal qu'il faut... Bon, lui, c'est un conservateur. Bon, mais qui tout à coup prend conscience de sa liberté et, comme un enclos qui s'ouvre et qu'est-ce que je fais ? Alors, évidemment, moi, je suis un petit peu aussi un empêcheur de tourner en rond, c'est mon métier. On me paye même pour ça, je suis prof de philo. Mais à partir du moment où on considère le langage performatif comme ça et qu'on se dit, finalement, le mot cuir, il ne va pas avoir le même sens selon qu'il est employé par un jeune New-Yorkais ou qu'il est employé par un gouvernant polonais, on est bien d'accord. Mais comment l'emploie le scientifique, ce mot ? C'est-à-dire, est-ce que vous ne risquez pas, vous, de modeler le réel à partir de votre tentative de le comprendre. Ouais. Moi, j'avais juste une pensée un peu liée, mais ça répond peut-être pas directement à cette question. Mais c'était vraiment les perspectives féministes. Je crois que c'était dans les années 60, mais aussi en fait, de nommer ce qu'on considère être du travail. Donc vraiment ce côté performatif de même nommer les choses, parce que ça crée en fait une reconnaissance. Et justement, après, on peut même en créer un débat. Et voilà, donc moi, je dirais jamais que d'avoir tous ces termes, c'est en défaveur d'un mouvement d'émancipation, parce que justement, ça montre en fait l'amplitude et puis voilà, les différentes constellations qu'il peut avoir. Et dans la recherche, justement, en fait, c'est un peu ça aussi notre travail, c'est de venir avec des nouvelles visions ou proposer des manières de comprendre le réel à travers ces termes, mais aussi on utilise ces termes pour les problématiser et les questionner. Oui, j'entends bien, mais je crois peut-être que je ne me suis pas exactement fait comprendre. C'est-à-dire qu'on parle de tous les utilisateurs de ces termes et on a l'impression, en vous entendant, que les connaissants, c'est-à-dire vous, qui travaillez l'anthropologie, la sociologie, les sciences politiques, les sciences religieuses, etc., on a l'impression que vous auriez un usage non performatif de ces catégories et que vous ne formeriez pas, vous ne modèleriez pas la réalité quand vous en parlez, alors que tous les autres la modèlent quand ils en parlent. C'est un peu cette impression, une sorte d'innocence de la science qu'elle tiendrait, on ne sait pas trop d'où. Alors, je ne sais pas si les sciences sociales se prétendent innocentes. En tout cas, si elles se prétendent innocentes, c'est un peu hypocrite. Je crois qu'elles savent très bien qu'elles ne le sont pas. En tout cas, à l'IHEID, c'est très clair que oui, en fait, nos travaux, notre façon d'utiliser les termes, ce qu'on produit, a clairement une influence sur la réalité. En fait, notre langage est aussi performatif, voire dans certains cas, il peut l'être plus que dans d'autres. Et, c'est ce que je n'osais pas dire et que vous me faites dire fort pertinemment. Mais après... c'est justement, je pense que les chercheurs, chercheuses ont conscience de cette problématique et que dans nos méthodologies, on essaye fortement de ne pas tomber dans le piège, en tout cas en anthropologie, de ne pas tomber dans le piège de
parler à la place des gens, d'utiliser des termes dont en fait ils ne sont pas d'accord, d'étiquettes qu'ils ne veulent pas. Je crois qu'on essaye toujours de se remettre en question de nos propres biais et de revenir à la source et de respecter, d'arriver avec le plus grand des respects, en sachant très bien que parfois on peut se tromper comme dans d'autres disciplines. Après, on a l'avantage d'avoir quand même un dialogue dans les disciplines, entre disciplines, et d'essayer aussi de s'ouvrir à la critique, en fait. C'est-à-dire pas forcément négatif, mais d'accepter le fait d'avoir écrit un papier de 25 pages et en fait quelqu'un va nous dire « t'es complètement à côté de la plaque, remets-toi en question ». Et voilà, c'est un peu à travers de ces échanges-là qu'on essaye de pas trop faire d'erreurs. J'entends bien. Je vous passe la parole, docteur, mais auparavant, je voulais simplement témoigner de ce que j'étais un grand traumatisé, si vous voulez. Ayant de la famille très proche aux États-Unis, en Amérique du Nord, à New York, à Washington, j'ai pu me rendre compte que les Américains étaient extrêmement friands de ce qu'on appelle la French Theory. Je prononce très mal. Enfin, la théorie française, en gros, c'est Lacan, c'est Deleuze, c'est peut-être un peu Bourdieu, enfin, etc. Et on a des gens qui se sont effectivement beaucoup inspirés des sciences humaines et qui ont, en le sachant ou sans le savoir, je crois plutôt en le sachant, des gens comme Michel Foucault également, qui ont finalement modelé la société en faisant mine de seulement chercher à la comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire, voilà. Oui, je crois qu'on peut même rajouter que, c'est pas au professeur de philosophie que je vais apprendre que la déconstruction est elle-même un processus de construction. Ce n'est pas une évaporation pure et simple, ce n'est pas une destruction, mais il y a justement, de manière peut-être un peu plus implicite que ce qu'on attend parfois des politiques avec des grandes étiquettes sur le front, c'est qu'au moment même où ce que vous avez appelé le harakiri des sciences sociales, il y a aussi un mouvement de revendication. Au moment même où on déconstruit des catégories, eh bien, on les revendique. Et tout le problème aussi vous avez parlé avant aussi de mouvements apolitiques, aussi chez Agamben, ce philosophe politique de l'inopérativité ou du désœuvrement politique. Agamben est un philosophe italien de première importance. Voilà. Une politique qui ne pense pas forcément sa propre œuvre, en quelque sorte. Et je crois qu'il y a beaucoup à réfléchir aussi sur justement ce que vous appelez les conséquences de notre manière de repenser les catégories. Oui, tout à fait. Je pensais en particulier à la catégorie de vie, puisque vous parlez de George Agamben. Il est évident que quand on pense à la catégorie de vie, c'est extrêmement dangereux, parce que c'est une manière peut-être parfois de mettre la main sur la vie même, sur la vie elle-même, en prétendant justement la décrire objectivement, voir le mésusage que d'autres en ont fait, etc. Et puis finalement, on se retrouve dans le camp de ceux qui l'instrumentalisent. C'est un peu effectivement le danger. Alors, tout ça débouche finalement sur finalement l'essentiel, parce que ce qui consacre finalement une catégorie, ce qui consacre ou pas les genres, c'est leur inscription ou pas dans les lois finalement. Et je voulais savoir si vous aviez fait une sorte de bilan de où en étaient les différentes régions du monde dans ce processus d'introduction dans leurs lois d'un respect des orientations sexuelles, d'un respect de la différence des genres, qui ne soit pas une inégalité entre les gens, etc. Est-ce que vous avez en tête un petit tableau des sociétés qui sont très à la traîne, des sociétés qui sont en avance? À quoi voit-on qu'une société est à la traîne? À quoi voit-on qu'elle est en avance sur ces questions? Je ne sais pas qui veut se lancer. C'est une patinoire que je vous ai offert là, hein. Vous pouvez y aller. Moi, je vais juste faire un petit commentaire par rapport à la question précédente, parce que vous posez la question du rôle social de la science. Et je pense que c'est un rôle social, pas politique ou pas idéologique en tout cas. Et il me semble que le travail scientifique est un travail de formulation d'hypothèses. Et ça requiert une forme d'humilité
face à l'objet qu'on a et qu'on traite. Et il me semble que Foucault, justement, par rapport à Agamben peut-être, est quelqu'un qui essaye de voir derrière le discours, ou en tout cas le feuilletage des discours politiques, quelque chose, d'une sorte de trame qui serait de l'ordre du moral, alors que, a priori, l'objectif du démocratique, c'est l'objectif de l'égalité entre les hommes. Or, ce qu'il voit, c'est qu'effectivement, il y a d'autres forces, d'autres dynamiques qui ne vont pas forcément dans ce sens-là. Et face à cela, effectivement, un chercheur essaye non pas de récupérer des catégories ou de les identifier, de les définir à jamais, mais au contraire de les employer, de s'en servir, d'éventuellement de les redéfinir, mais absolument pas de bloquer et de figer la réalité à travers des mots. Il s'agit au contraire d'en voir les définitions dans l'histoire des idées et de voir dans quelle mesure elles peuvent avoir, enfin ces catégories-là, du sens dans le présent. Alors, simplement pour dire que je comprends bien l'idéal de la science, que Marine d'ailleurs nous a parfaitement décrit, mais l'idéal de la science c'est une chose, sa réalité en est parfois une autre, et c'est la question que je posais, n'est-ce pas? On est bien d'accord. C'est-à-dire qu'il y ait une prétention des sciences humaines à l'humilité et au... Je l'entends bien. Est-ce que cette ambition est réalisée? Ça, c'est la question que je posais. Mais je vous laisse poursuivre. Bon, en tout cas, il s'agit d'hypothèses et non pas de certitudes. Je pense que c'est la grande différence entre le journalisme et la recherche. L'autre différence, c'est effectivement qu'on va... C'est pas gentil pour les journalistes. Non, mais c'est-à-dire, il y a quand même cette velléité très forte, en tout cas aujourd'hui dans certains médias, à vouloir absolument formuler des certitudes plutôt que d'ouvrir et de laisser finalement échapper des hypothèses. Et je pense que pour le coup, être chercheur, selon moi, c'est formuler des hypothèses. Voilà. Oui, on est bien d'accord. Ceci dit, pour faire un travail un petit peu de journaliste en radio depuis 30 ans, et puis pour avoir cherché beaucoup en sciences humaines, épistémologie au cours de mon existence, je ne ferai pas passer une frontière aussi sévère entre les scientifiques et les journalistes. Il y a de mauvais scientifiques et de bons journalistes. Du point de vue de l'humilité, je tenais quand même à le préciser. Absolument, absolument. Alors maintenant, considérant effectivement votre deuxième question sur finalement les avancées juridiques liées aux minorités sexuelles et voilà, à l'échelle de l'histoire, il est impossible de faire le tableau que vous nous demandez de faire. Absolument impossible. Parce que ce qui importe, je crois, et c'est pour le coup peut-être ce qu'on peut tirer d'une lecture foucaldienne en particulier, c'est que l'histoire est faite de dynamique, de stratégie, d'un certain nombre de mouvements, de contestations, de révoltes qui font que des choses avancent, des choses reculent. On peut effectivement penser des révolutions progressistes et puis on peut aussi penser des révolutions conservatrices. L'histoire en est faite de pleine de ces révolutions, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. Oui, j'ai assisté à la montée au pouvoir de l'Ayatollah Khomeini, donc effectivement, oui. Et ce qui importe en tout cas, c'est peut-être d'être précis par rapport au contexte qu'on étudie. Et c'est vrai que par rapport à l'Europe centrale en particulier, on peut être surpris qu'historiquement, dès 1932, l'homosexualité est décriminalisée en Pologne, par exemple, et que finalement ça pose assez peu de problème à la société civile qu'existent des homosexuels et que ce comportement-là puisse se développer. En revanche, au moment où l'extrême droite se cherche des ennemis, d'une certaine manière, pour mieux exister électoralement, eh bien c'est effectivement sur les femmes et sur les homosexuels qu'on va frapper le plus fort et créer des zones anti-LGBT, etc. Donc vraiment imprimer une politique extrêmement violente, encore une fois, alors que légalement, les homosexuels n'étaient plus criminalisés depuis quasiment une centaine d'années. Donc c'est montrer aussi la complexité entre le niveau juridique, le niveau civil et la manière dont certains partis se créent des ennemis pour mieux exister sur la scène politique. En radio, le seul maître des horloges, c'est l'horloge elle-même. Il va falloir nous séparer, malheureusement. En même temps, je suis assez content qu'on ait achevé notre entretien sur ces derniers propos, dans la mesure où il nous invite
d'une certaine manière à penser la vigilance à l'égard de toutes les discriminations qui peuvent s'opérer tout autour de nous, qu'on pense effectivement à on en a parlé, à cette Coupe du Monde qui s'organise dans une situation, dans un état absolument catastrophique au plan des catégories dont nous parlons, et avec la bénédiction de nos gouvernants et du président de la Fédération internationale de football. Messieurs, dames, j'ai été bien content de vous recevoir. J'espère que vous aurez eu le sentiment d'avoir pu dire ce que vous aviez à dire. À bientôt dans le journal des rencontres. Ciao, ciao.